Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Viva Culture. Aujourd'hui c'est Musiculte. Patrick Duché commence une nouvelle série autour de Nick Cave. Il s'agit de l'album Let Love In. 10 minutes chronique, Catherine Desormières s'intéresse à Los Angeles 2025, Shadow Houses de Mathieu Berthollet. Quant à Annie Drogou, elle interview Alexis Dandievel, compositeur, auteur. Musiculte saison 6, il est question de Mauvaise Graine et de 12 albums de Nick Cave. Aujourd'hui, Let Love In. Despair and deception, love's ugly little twin came a knocking on my door. I let him in. Darling, you're the punishment for all my former sin. I let love in. I let love in. The door it opened just a crack, but love was shrewd and bold. My life flashed before my eyes. It was a horror to behold. A life sentence sweeping confetti from the floor of a concrete hole. I let love in. I let love in. Cette nouvelle saison de Musiculte sera consacrée au chanteur australien Nick Cave et à ses Bad Seeds, passé en une trentaine d'années du statut de punk acharné entre 78 et 83 avec ses premiers groupes, The Boys Next Door et The Birthday Party, à celui de crooner rédempteur dans sa toute dernière production enregistrée dans les studios de Miraval en France, le très atmosphérique Wild God, publié en 2024. En 1994, l'album Let Love In rencontre un succès considérable en atteignant pour la première fois la 12e place des charts anglais. Le disque, bien que très produit, conserve une belle énergie. Cave est entouré d'une bande de fidèles voyous qui restera avec lui plusieurs années, à savoir le guitariste allemand Blixa Bargeld, transfuge du groupe expérimental et bruitiste Einstürzende Neubauten. Il y a aussi le batteur suisse Thomas Wiedler, le bassiste Martin P. Casey, le guitariste et ami d'enfance Mick Harvey, sans oublier le claviériste Conway Savage. De l'aveu même de Bargeld, l'album marque un nouveau départ pour le chanteur et son groupe. En effet, 2 ans se sont écoulés depuis Henry's Dream, le précédent opus. Le groupe a notamment produit 2 morceaux pour la bande-son du film du réalisateur allemand Wim Wenders, Si loin, si proche. Un album live bien nerveux et intitulé simplement Live Seeds est sorti 1 an auparavant. Le groupe semble plus mature, plus contrôlé, moins anarchique. Cave a quitté Berlin et a abandonné en partie une vie dissolue pour la douceur brésilienne. Il est devenu père et ose exprimer ses sentiments, notamment à travers le morceau éponyme ainsi que Do You Love Me, qui servira d'indicatif aux chroniques tout au long de l'année. Pour autant, le chevelu chanteur n'oublie pas des thèmes qui deviendront récurrents dans toutes ses productions, à savoir pêle-mêle la rédemption, la flagellation, le mysticisme, le masochisme et le religieux. Let Love In est donc un condensé de tout cela.
Cave ouvre en effet sa porte aux petits jumeaux de l'amour que sont le désespoir et la trahison. Sur un rythme martial mené par une guitare flamboyante, il raconte avoir été bâillonné, attaché, terrorisé, castré et lobotomisé tout en se repentant auprès de Dieu. Ambiance. To the edge of town, I'll go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires, in the humming wires. Hey man, you know you're never coming back. Past the bridge and the gully and the river and the stacks. Well, on a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Well, he'll wrap you up in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all those dreams it took you a lifetime to destroy. Well, he'll reach deep into the hole, heal your shrinking souls. But don't you worry, buddy, he ain't coming back. He's a ghost, he's a god, he's a man, he's a guru. Well, they're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Morceau emblématique de la discographie de Cave, figurant probablement dans le top 5 de tout fan de base, Red Right Hand a connu un succès inattendu auprès du grand public, tout d'abord à travers la série de science-fiction X-Files, juste après la sortie de l'album Let Love In, mais surtout grâce à Peaky Blinders, la série britannique du milieu des années 2010. Plusieurs reprises ont été faites, notamment par la chanteuse anglaise Anna Calvi, ou encore Patti Smith ou Iggy Pop. On entend par ailleurs ce titre aussi dans la série de films d'horreur Scream, ce qui lui a permis de conquérir un nouveau public. Cette main vengeresse rouge serait celle de Dieu, en référence au poème Paradis perdu du poète anglais John Milton. En effet, les paroles de Nick Cave puisent leurs influences dans de multiples sources, qu'il s'agisse d'Elvis Presley, l'idole absolue de Cave, ou de vieux et obscurs bluesmen du Bayou, de Leonard Cohen, mais aussi de Johnny Cash ou de la Bible. La perte de son père dans un accident à l'âge de 19 ans, alors que sa mère venait de le faire libérer de prison, a laissé un vide immense que le chanteur n'a eu de cesse de combler avec ses histoires très dark et romantiques, lui collant ainsi une image gothique et torturée, pas forcément désirée. De son propre aveu, Cave n'est pas taillé pour la reconnaissance. Dans le New Musical Express du 2 avril 1994, il déclare à Gavin Martin qu'il a peur du succès, car il n'aurait pas l'énergie d'aller séduire le marché américain. Surtout après avoir vu beaucoup d'amis berlinois crever de surdose d'héroïne sans avoir été capable d'y faire quoi que ce soit. Malgré tout, il ajoute que faire des disques est un travail annuel pour lui, comme le fait de vivre avec une perfusion dans son bras. Ça lui permet de continuer à avancer et ça fait qu'il se sente bien. Avec Murder Ballads, qui sortira l'année suivante, il touchera le jackpot, mais ceci est une autre histoire. Un mot sur la pochette de l'album Let Love In. Cave apparaît torse nu dans un halo rougeâtre. Les mots Let Love In sont inscrits sur sa cage thoracique, comme si une maîtresse les avait inscrits là avec du rouge à lèvres.
La ressemblance est frappante avec le David Bowie de 20 ans auparavant, celui de la période Ziggy Stardust, à savoir que le chanteur australien arbore une coupe de cheveux orangés, type mulet. Il lève les yeux au ciel comme pour implorer une force céleste. La photo est de Polly Borland, une artiste plasticienne de nationalité australienne comme Nick Cave. Elle est l'épouse du réalisateur John Hillcoat qui a réalisé de nombreux clips pour Cave. I read the poets and the analysts, searched through the books on human behavior. I've traveled this world around for an answer that refused to be found. I don't know why and I don't know how, but she's nobody's baby now. I loved her then, I guess I love her still. Hers is the face I see when a certain mood moves in. She lives in my blood and skin. Le mois prochain, il sera question de l'album No More Shall We Part, sorti en 2001. D'ici là, bonjour chez vous et belle année. « 10 minutes chronique », une émission de Viva Culture par Catherine Desormières. Los Angeles, 2025. Los Angeles est une agglomération sans véritable centre. Sorte d'immense puzzle aux 88 quartiers, avec sa splendeur et sa misère, son or et sa poussière. Aujourd'hui que la ville s'embrase, je vous propose d'entendre 2 extraits du livre de Mathieu Berthollet, Shadow House et Case Study Houses. Le Case Study Houses, qui a inspiré Mathieu Berthollet, a été un projet d'architecte en 1945 pour accueillir les familles des soldats de retour de la guerre, devenus des clients potentiels, souhaitant rapidement acheter des maisons économiques clés en main. Le programme du Case Study Houses a donné 26 réalisations situées dans les collines entre Los Angeles et Long Beach. Certaines de ces habitations n'existent plus ou bien ont été transformées. Le programme social de ce projet a totalement disparu et la valeur de ces villas, chacune unique, a pris des proportions prodigieuses. L'opération a eu pour conséquence que les collines californiennes se sont peuplées, envahies de nouvelles villas, partout où il y avait la place de les bâtir. Hier, une vue aérienne montrait ces constructions dans un quadrillage serré. Qu'en est-il aujourd'hui ? Écoutons maintenant 2 extraits du livre de Mathieu Berthollet, destiné au théâtre, paru aux éditions Actes Sud dans la collection papier en 2010. Vous les avez déjà entendus dans l'émission du 14 août 2022 de 10 minutes chronique, Un rêve américain. Il est stupéfiant de comprendre à quel point ils prennent une signification nouvelle aujourd'hui. Ce sont les pensées flottantes d'une femme qu'on imagine sur la terrasse de sa maison, sur les collines de Los Angeles, dans un rêve prémonitoire. Une vue, une femme. On ne parle pas de cet air, de ces bruits, de cette odeur, de ce calme, de ces cris, des chiens et des coyotes apeurés dans le crépuscule, des criquets. Il y a un endroit en haut, ici, derrière ici, dans les collines d'où on voit la lumière des incendies monter dans le ciel, où on sent les cendres dans l'air, où on est juste au-dessus des nuages bruns, bien à plat sur la ville. Un endroit, haut dans les collines, au-dessus des maisons en flammes,
où plus rien ne brûle, parce qu'il n'y a plus rien que les bornes de mesure tectonique, les peaux abandonnées des serpents, les os séchés et cassants des colibris, et les coyotes et les cougars qui se cachent le jour, avant de descendre dans le crépuscule pour manger l'exubérance des quartiers riches. Un endroit dans les collines au-dessus des maisons où leurs courbes s'alignent parfaitement, 7 collines, parfaitement alignées les unes sur les autres, pour que la lumière du couchant coule entre elles, pour faire glisser les relents de chaleur qui remontent de la mer, emportant avec eux les bouffées de brouillard du Pacifique, qui demain s'accrocheront sur leurs flancs. Dans le crépuscule, quand descendent les coyotes et les cougars pour aller manger les caniches et les siamois, remontent des plages et des autoroutes détendues par le soleil de tout un jour, une dernière brise chaude. En haut, ici, dans les collines, au-delà des maisons, il y a un endroit où les hommes se retrouvent. Au-dessus de la couche de fumée brune étalée bien à plat, entre Santa Monica et Downtown, ils respirent un instant ensemble l'air, puis ils redescendent juste avant les coyotes et les cougars, ils rentrent chez eux, appellent apeurés les caniches de leurs femmes et les siamois de leurs enfants avant que ne les suivent les coyotes et les cougars, et puis ils s'assoient ensemble sur un bord de terrasse et s'ouvrent une bière et regardent le brouillard monter depuis le Pacifique, avant qu'ils ne redescendent de l'autre côté pour aller mourir dans la fournaise de la vallée, qu'aucune nuit, aucun soir, qu'aucun brouillard de juin, jamais ne pourra refroidir. Ici, en haut dans le crépuscule, montent du Pacifique des brouillards qui atteindront les incendies dans les collines, qui apaiseront la soif des buissons, des colibris et des lièvres, qui attendent l'absence des coyotes et des cougars pour mouiller leur soif d'une goutte de brouillard accrochée dans une feuille jaunie par la sécheresse. Ici, en haut, juste avant le soir, de minute en minute, les collines s'effacent dans la nuit à chaque seconde. Quand la chaleur s'éteint, que l'air ne brûle plus le nez, s'élèvent des buissons mouillés par les brouillards qui montent du Pacifique, l'odeur des collines, des sables, du thym brûlé, des peaux de serpents abandonnés, des pierres cuites à en rompre des cendres, des derniers incendies humides, à peine de brouillard. Le bruit des flammes, le relent des fumées souffle le long des canyons et viennent mourir sur les cimes, à l'endroit, juste au-dessus des maisons, où se croisent un instant, juste avant le crépuscule, les hommes, les coyotes, les cougars, les colibris, les lièvres, les brouillards et les peaux de serpent. Juste avant que les lumières électriques de la ville ne prennent le dessus, quand les collines s'effacent dans les brouillards qui montent, dans la lumière qui se couche dans les vallons, dans les brises qui leur caressent les flancs, quand, un instant encore, les courbes bleues sombres des collines se détachent de la nuit, juste avant que l'orange électrique des rues ne prenne le dessus, il y a des ombres derrière la lumière orange des rues. Il y a des spectres dans cette ville, sous cette marée de lumière pâle. Il y a cet air de repos sur une cime, sur un flanc au sommet de l'autoroute, sous les brouillards juste avant qu'ils ne redescendent, fondre dans le vent chaud de la vallée. Dans la ville vide, dans les rues longues et vides, éclairées orange et pâle, on pisse dans les angles, on se cache pour le mal, on dort dans un coin sous les fumées brunes. Ici, en haut, les collines sont vides et seules, pleines de la peur des coyotes et des cougars, des lièvres et des colibris, des peaux de serpents et des hommes. Les uns pour les autres.
Personne ne pense plus à ces feuilles, à ces broussailles asséchées, à ce sable, à ces gens affamés, à la fumée et à la poussière brune bien à plat sur la ville, à la mer. Tout, un jour tout sera perdu, tout aura disparu, avalé, englouti, perdu, brûlé et surtout oublié. Oublié, perdu, les expériences, les erreurs, les fautes, les péchés, les oranges. Ceux qui viendront après n'auront rien appris, ils recommenceront. Pas parce qu'ils auraient oublié, mais parce qu'ils ne voudront pas se souvenir. Ils n'oublient pas, ils ne se souviendront pas. Ne rien laisser remonter à la surface, ne pas gratter les plaies, ne pas ouvrir les tombes. Il y avait des rêves ici. Ils ont tous laissé la place au désert, aux collines, aux colibris qui ne craignent plus rien, ni l'appétit des coyotes, ni le poison des serpents, ni les cages des voisines. Les rêves d'or, dans la Los Angeles River, ont été enterrés dans les sillons des vergers d'orangers. La rivière a séché. Les pêchers ont séché et les rêves de pêche et d'oranges et leurs odeurs se sont arrêtés aux baies vitrées qui s'accrochaient aux collines. Les baies se sont troublées d'une poussière qu'on ne nettoyait plus pour ne pas voir comment le verre de la vallée avait disparu sous des cabanons décorés et des boîtes à chaussures entassées dans lesquelles vivaient les affamés de rêves. Mais les rêves s'étaient déjà envolés. Les places sur le celluloïd et sur les panneaux d'affichage étaient déjà toutes attribuées. Il n'y avait jamais eu d'or pour personne dans la river, et la poussière brune sur la ville s'est épaissie. Depuis longtemps, personne n'a plus vu le soleil, et pris de folie dans ce crépuscule qui ne promet que l'horreur, ils se sont mangés les uns les autres, espérant croquer un bout de rêve qu'on aurait oublié derrière un poumon, mais ils n'ont trouvé que des bris de verre, de baies, et pas de cœur brisé. Où la terre aura tremblé, dans l'air, pas de poussière, mais la fumée d'un incendie qui aura consumé toute la ville, depuis ses collines jusqu'aux autres, en s'attardant longuement sur les cabanons et les boîtes de la vallée. Où les montagnes asséchées de la Sierra où ils allaient chercher leur eau auront soufflé leur sable sur les collines, entre leurs maisons, sur leurs avenidas et leurs streets, étouffant les serpents, les colibris et les parcs entre les maisons, avant de remplir leurs piscines, leurs yeux et leurs oreilles et leurs poumons. Ou une faille ouverte dans l'océan aura avalé d'un grand coup de gueule bavante d'écume et de requins vengeurs tout le plâtre recouvrant le bois et les rêveurs affamés. Où la ville se sera dissoute parce qu'elle se serait trop étendue, mangeant toujours plus de collines, plus loin, plus vertes, plus fraîches, plus jeunes. Les quadrillons d'avenidas et de streets, disparus parce que trop étalés, détachés de ses racines, ayant abandonné la river des anges, dissoute dans un désert de vide. Ou rien, juste l'oubli d'une ville qui ne pouvait plus sauver de ses rêves, une ville sous le soleil, brûlée de ne plus en réaliser un seul. Pas un enfant, pas un affamé, pas un ange, pas une bande de celluloïdes, pas une rivière pour remplir ses promesses, pas une maison pour se mettre à l'abri de la poussière, de la terre, de l'océan, de la Sierra, pas une maison pour garder des promesses, des rêves. Il ne pleut jamais une pluie moyenne, toujours beaucoup trop, ou un peu pas assez. Rien ne se réalise jamais par une promesse, pas un rêve, pas cette ville. Un jour, il y aura eu une ville ici, des maisons, des routes et des gens. Avant, dans cette vallée, entre ces collines, collées à la river, il y avait une ville, des maisons en bois recouvertes de plâtre pour faire comme si, mais ni le vent, ni le feu, ni l'eau, ni la terre n'y ont cru. Les maisons auront disparu. Il y avait des autoroutes, des collines quadrillées par des avenidas et des streets. Il y avait des parcs entre les maisons, des chiens qui hurlaient à la lune, et des voisins qui leur répondaient, et des gens dans le creux de la vallée, affamés de rêves. Et avant encore, il y avait le vert des orangers et des pêchers,
qui laissaient monter leurs odeurs vers les premières maisons qui s'étaient accrochées aux collines. Les pêchers et les oranges ont été arrachés pour mettre des cabanons et des boîtes partout, et les collines ont disparu sous les maisons, et un jour les maisons auront disparu sous les collines. Et le vert sera de retour, un peu jaune et plein de peaux de serpent. À la fin de l'été, tacheté de rouge et de colibri après les pluies de novembre. Le vert de la vallée d'avant. Retrouvons-nous le 2 février, 10 minutes chroniques dans Viva Culture sur Westrack Radio. Bonjour, aujourd'hui nous sommes en compagnie d'Alexis Dandievel qui va nous dire ce qu'il fait. Bonjour Alexis. Bonjour. Vous êtes musicien, compositeur, auteur, ingénieur du son. Vous peignez également. Et c'est tout. C'est déjà pas mal. Ouais. Et quand même, vous êtes professeur en sciences. Oui, tout à fait. Ouais. Parfois, votre frère Joachim vous rejoint. Oui, on a appris à improviser ensemble quand on était jeune avec mon frère Joachim qui est musicien de jazz. Et de temps en temps, on fait des projets communs. On a notamment fait un disque ensemble et on est en train d'en préparer probablement un autre dans l'avenir. D'accord. Vous avez fait 40 albums, c'est ça ? Une quarantaine, oui. Une quarantaine. Ouais. Et vous avez travaillé pour d'autres artistes ? Oui, j'ai réalisé des disques pour d'autres artistes comme Marthe, comme Émilie Yoshenka, Marc Gaudry. J'ai aussi, je travaille aussi avec la compagnie La Liste, compagnie de danse sur Le Havre, et de temps en temps avec d'autres projets. Comment vous est venu l'amour de la musique et à quel âge ? Alors j'ai démarré la musique très jeune parce qu'il y avait un piano chez moi et une école de musique dans la petite ville d'Hazebrouck en Flandre intérieure qui comptait 5 francs par an. Donc c'était assez accessible en fait. J'y ai appris le piano, puis la flûte traversière qui était un rêve d'enfant. J'ai joué en harmonie municipale et à l'âge de 16 ans, je suis devenu passionné de musique. Ça m'a jamais quitté depuis. Vos premières créations ? Alors mes premières créations, c'est assez lointain. J'étais arrivé à Grenoble pour les études, on avait monté un groupe de musique folk et j'ai fait mes premières compositions. Aussi à ce moment-là, j'ai composé un hymne à la nature pour le festival Nature-Environnement de la FRAPNA, qui est un festival de films nature en fait. Et j'ai ensuite travaillé comme intermittent du spectacle à faire la musique pour le spectacle vivant et la marionnette notamment. Et vos premières créations, vos disques, vous les produisez vous-même ? Oui, alors au début je me suis fait aider, j'ai appris au contact d'autres personnes, notamment Yves Bouvard, qui était un technicien du son qui habite dans le Trièves, à Grenoble. Et j'ai démarré très simplement avec un 4 pistes et un Atari à l'époque où c'était possible, à essayer de fabriquer ça. Donc au début on faisait des cassettes, on couchait tout ça sur des bandes Revox, puis ensuite est passé l'ère numérique où je me suis mis un petit peu à la fois à travailler avec les ordinateurs et à hybrider la partie analogique et la partie numérique. Vous avez un studio chez vous ? Oui, j'ai mis un certain nombre d'années à le construire et il fonctionne plutôt pas mal. Vous êtes plutôt content ? Oui, c'est un bel outil. Vous dites que votre musique est intentionnelle. Oui, quand je fais de la composition et même oui, c'est ça. C'est-à-dire que je mets la priorité. En fait, ce ne sont pas que des notes de musique. C'est chargé d'intentions normalement précises. Alors, est-ce qu'elles arrivent à être retranscrites comme il faut par les gens qui écoutent ? Je n'en sais rien. Mais c'est un petit peu ma démarche de création, c'est de préciser et de maintenir l'intention dans la composition. Ce qui permet d'ailleurs ensuite de pouvoir y ajouter de la dramaturgie, faire avancer la musique de manière à ce qu'elle véhicule une histoire en fait, si vous voulez.
Vous pouvez nous parler de VXL Records? Alors VXL Records, c'est un micro-label soutenu par l'association Voie Lactée qui existe depuis des années. À l'époque, on travaillait dans un groupe qui s'appelait L'Arène des Sangodas, qui était de la chanson française, avec Sébastien Lemoine au chant et notamment au texte. Et on avait créé notre premier album qui s'appelait La Vinaigrette tout seul, avec nos petites mains. Et on a voulu retransmettre cette possibilité de faire seul un album et de le partager à d'autres, ce pourquoi on a créé l'association Voie Lactée. Dans quels endroits vous produisez? Essentiellement sur le Havre. Et je fais pas souvent des concerts. Récemment, j'ai eu un groupe qui s'appelait l'Alcazar, on en a fait un petit peu. Ma musique peut être jouée dans des spectacles de danse, ça peut arriver, ou de temps en temps sur des films. Mais la partie concert n'est pas... J'aime bien faire des concerts, mais c'est pas une priorité. Et vous faites aussi donc des films, de la musique pour des films? En fait, je fais de la musique pour qui veut. Je compose sur mesure depuis une trentaine d'années. Les spectacles, quels sont vos projets? Alors les projets sont multiples, là début 2025, des projets pour la danse, notamment avec la compagnie La Lys, notamment en lien aussi avec les deux professeurs du conservatoire, Jean-Marie et Marilène, avec qui on a envie de créer un spectacle musique et danse, en fait. D'autres projets aussi, donc une émission de radio qui raconterait des histoires, courtes ou un petit peu plus longues, un disque de musique jazz électro qui est commencé, qui prendra un certain temps, sur lequel j'aimerais bien qu'interviennent 2-3 musiciens de jazz avec qui on est en contact, qui s'appellerait Cosmos. Alors là, c'est un petit peu montrer que le sur-mesure est possible. Il y aurait 4 morceaux de 10 minutes pile chacun. Voilà, 4 morceaux, donc Cosmos 1, Cosmos 2, Cosmos 3 et Cosmos 4. Et vos émissions, elles se produiront où? Sur quelle radio? En général, quand je produis une émission, je la propose à la radio Westrack. Et vous pouvez nous parler de la guerre de Troie? Ah oui, j'ai écrit une version de la guerre de Troie un peu particulière, étant donné qu'elle est uniquement en alexandrin et elle donne la parole pour moitié aux femmes de l'histoire qui sont souvent peu représentées dans cette version. Et j'espère en faire bientôt une émission de radio en travaillant avec une comédienne et un comédien pour les voix masculines et féminines. Et vous ferez la liaison entre les deux? La liaison, voilà. Et un traité de composition? Oui, je suis en train de travailler sur un traité de composition musicale contemporaine, très modeste, sans grande technique d'ailleurs, parce que je suis persuadé qu'en fait la composition ne s'apprend pas. La composition musicale ne s'apprend pas, la seule chose à faire pour composer, c'est de composer, c'est-à-dire de faire. En fait, tout simplement, d'oser faire, sans forcément juger et de pratiquer, en fait, tout simplement. Et l'idée de ce traité est de donner des billes à des musiciens qui aimeraient passer du stade de j'ai une idée au stade de c'est une composition. Et donc peut-être des conseils ou des manières d'expliquer ce cheminement entre l'inspiration qui prend quelques secondes, la mise en forme qui peut prendre quelques semaines et la réalisation qui, elle, peut prendre des années. Vous en êtes à votre 4e livre, Par-delà les brumes. Vous pouvez nous en parler un peu? Oui, alors c'est un ensemble de textes et d'histoires courtes, de poésie et il y a une nouvelle à la fin qui parle d'une histoire d'amour entre une astronaute et une intelligence artificielle. C'est un peu le fruit de 2 ans d'écriture qui a été remanié, mis en forme avec des illustrations. Et c'est un bel objet qu'on peut trouver à la petite librairie au Havre, en fait. Est-ce que vous pouvez nous en lire un petit texte, s'il vous plaît? Je vous lirai une petite histoire très courte, ça s'appelle L'homme et la rose. Un homme se promenait de bon matin dans un verre pré. Alors qu'il laissait aller son imagination au gré du vent qu'il passe, il tomba nez à nez avec une rose magnifique. Comment, se dit-il, une telle beauté est-elle envisageable? Je crois rêver. Comme si la rose entendait ses pensées, elle lui répondit « C'est tout un art de vivre, il suffit parfois d'exister. » N'y croyant qu'à moitié, l'homme voulut cueillir cet instant d'éternité quand la rose le piqua.
Ce n'est pas très élégant de votre part, très cher, s'exclama-t-il à la vue du sang qui coulait de son doigt. C'est, répondit-elle, ainsi que va le monde. L'élégance et la beauté ne sont-elles pas faites uniquement pour être contemplées? Votre place dans la musique, du coup je suis émue. Votre place dans la musique. C'est-à-dire? Votre place, même pas dans la musique, dans la culture, où est-ce que vous vous situez comme pasteur, créateur Je me situe un peu comme underground, c'est-à-dire sans recherche particulière de reconnaissance que la mienne, propre, par rapport aux œuvres que je peux faire. Un peu tout azimut, mais avec un fil précis, on va dire sur l'ensemble de ce que je fabrique. Je pense que c'est d'une manière ou d'une autre relativement engagé. Je rejoins par exemple le poème d'Aragon contre la poésie pure, au sens où l'art pour l'art et l'art pour uniquement l'esthétique m'intéresse peu. J'aime bien véhiculer les problématiques de notre temps dans ce que j'essaye de créer. Et là, je vois que Par-delà les brumes, ça a été édité par les éditions du Petit Diable. Oui, alors c'est aussi l'association Voie Lactée qui porte les éditions du Petit Diable. C'est une édition associative. Et les trois premiers livres Alors, le premier, non, c'était... le premier a été édité par une maison d'édition que tient Margarita Garza Alonso, qui s'appelle... je me souviens plus du nom, on avait l'édition de Margarita, qui est une poétesse et une peintre du Havre, et les trois autres ont été faits par les éditions du Petit Diable. Et donc le deuxième et le troisième, ils parlaient de quoi? C'est pareil, c'est des recueils d'histoire et de poésie. D'accord. Est-ce que vous pourriez me donner les adresses où on peut vous joindre? J'ai une page Facebook, on peut me retrouver facilement. Je pense que sur un moteur de recherche, on peut trouver mon site internet. Donc adandievel.com tout simplement. Mais vous avez un site J'ai un site internet où il y a un petit peu tout ce que je fabrique, la musique, la peinture, les livres, qui doit être à peu près à jour, je pense. Est-ce que c'est tout? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Inciter les gens à faire dans ce monde, et puis dire aussi que la création, c'est un acte de résistance. Pour avoir récemment travaillé sur la deuxième partie des Yeux d'Elsa d'Aragon, donc les plaintes qu'a écrit Aragon sous l'occupation, je pense que la poésie est un acte de résistance. Et souvent, on questionne les gens, oui, tu critiques le monde, mais alors qu'est-ce que tu fais? Donc pour certains, c'est des choses de l'engagement humain dans des associations, mais je pense que la création contribue aussi à une certaine forme de résistance, comme Aragon a pu le faire. Et en ce sens-là, véhicule du questionnement, et pourquoi pas aussi du bien-être, à l'endroit où il y en a besoin, et de manière peut-être un peu inattendue. Parce que très souvent, une fois qu'on rend public ce qu'on fabrique, ça nous échappe complètement, sa vie propre après. Oui. Et on peut mettre quelque chose dans une chanson, par exemple, et rencontrer des gens qui ont vu complètement autre chose derrière, et ils n'ont pas tort non plus. C'est un peu la règle, en fait. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Je vous en prie. Et je vous dis à bientôt. À bientôt. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Mathieu Le Chevalier. À notre agenda culturel, notez du théâtre au Tadam Théâtre rue Michelet en janvier 2025, les 24 et 26, le 24 à 20h30, le 26 à 17h. C'est d'une pièce de François Bégodeau s'appelant Le Lien. Il s'agit d'un repas en tête-à-tête entre un fils et sa mère, mais hélas, cela se passe très mal, pas de communication. La mère noie son fils de paroles futiles, superficielles, ne le fait pas participer à son discours et d'ailleurs ne l'entend pas. Quant à lui, il est furieux, nerveux, il ne sait pas quoi faire pour intéresser sa mère, il n'a qu'une haine et qu'une hâte, partir. Pourquoi vient-il la voir ? Pourquoi ne réussit-elle pas à l'entendre ? En fait, c'est la question de la communication, de l'amour et de l'entretien de l'amour entre deux êtres dont il est question dans cette pièce. Le tarif est de 12 €.
Prenez vos réservations auprès de Tadam Théâtre. Au revoir, bonne semaine à vous, à bientôt.